Science en récit, un podcast de l'université Claude Bernard Lyon 1. Professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1, Samy Janin magnétise les noyaux d'atomes. C'est un spécialiste des techniques de résonance magnétique nucléaire, RMN, un outil puissant exploité dans de nombreux domaines tels que la chimie, la biologie, la physique, la médecine. Samy Janin est aussi lauréat de la prestigieuse bourse du Conseil européen de la recherche, ERC. Un financement attribué aux projets de recherche visant à repousser les frontières de la connaissance. Dans la première partie de cet épisode en 2 volets, Samy Janin nous présente ses recherches et son expérience en tant que lauréat de la bourse ERC. Bonjour Samy. Bonjour Anna. Nous sommes au centre de résonance magnétique à Tréauchamp, à Lyon, dans ton bureau. Quel est l'objet de tes recherches ? L'objet de mes recherches, c'est la résonance magnétique. Donc on utilise le magnétisme des noyaux pour les faire résonner à certaines fréquences. Et en faisant résonner ces propriétés magnétiques des noyaux à certaines fréquences, on arrive à avoir toutes sortes d'informations sur la matière. On va avoir des informations sur la structure des petites molécules, des protéines. On va pouvoir éventuellement voir même des matériaux tels que les batteries. Et donc ça permet de faire toutes sortes d'analyses. Et puis ça permet aussi d'avoir des informations sur leur position spatiale. Et c'est ce qui est utilisé typiquement en IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Nous on fait pas d'IRM, on fait vraiment de l'analyse, de la spectroscopie. Mais c'est le même principe physique qui est derrière. Résonance magnétique nucléaire ou RMN, c'est un peu compliqué. Pour qu'on puisse se familiariser un peu avec ce sujet, on va écouter une présentation que tu as faite en décembre 2023 lors de la cérémonie des prix de la recherche et de l'innovation de l'université Claude Bernard Lyon 1. Tu y es intervenu en tant que lauréat de la prestigieuse bourse du Conseil européen de la recherche, ERC, et tu avais accepté pour cette occasion de résumer ton projet de recherche en 3 minutes seulement, en référence au concours Ma thèse en 180 secondes. Je te propose que l'on écoute ton intervention. Ça marche. J'ai la voix qui tremble un peu, je suis un peu stressé, je m'excuse. Puis je bois trop de café en fait. D'ailleurs j'étais chez un magnétiseur la semaine dernière pour essayer de diminuer le café. Bon, ça n'a pas marché, mais il m'a dit une phrase qui m'a vraiment marqué, et qui m'a fait réfléchir depuis. Il m'a dit: écoutez monsieur Janin, de toute façon, vous êtes tous magnétiques, tout le monde est magnétique. Alors j'ai un petit peu rigolé intérieurement, mais après avoir bien réfléchi, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si bête que ça. Effectivement, nous sommes tous magnétiques, on est tous composés de cellules qui sont elles-mêmes composées de molécules, elles-mêmes composées d'atomes, et ces atomes possèdent pour la plupart une propriété intrinsèque quantique fondamentale, un peu étrange mais bien réelle. Ces atomes possèdent un spin, donc un moment magnétique, donc ils sont bien magnétiques. Et ces atomes se comportent, là, à l'heure où je vous parle, dans le champ magnétique terrestre, comme des petits aimants qui s'agitent et qui ont tendance à s'aligner avec le champ magnétique terrestre. Ils ont aussi une autre propriété un peu étrange, c'est qu'ils ont la capacité d'absorber certaines radiofréquences, certaines ondes de radiofréquences à certaines fréquences, et ils ont aussi la capacité d'en émettre d'autres. Donc ça c'est vrai, on a tous ça en nous. On l'a peut-être oublié il y a quelques millions d'années au cours de l'évolution, mais il y a certaines espèces qui n'ont pas oublié, comme par exemple les oiseaux migrateurs, qui, eux, utilisent ces propriétés magnétiques pour voir de leurs propres yeux le champ magnétique terrestre. Et donc, s'orienter ainsi. Il y a une autre espèce qui est beaucoup plus rare, beaucoup plus sauvage, beaucoup plus majestueuse, qui n'a pas oublié. Exactement, c'est le chercheur en résonance magnétique. Le chercheur en résonance magnétique utilise les propriétés magnétiques de la matière pour, par exemple, faire des images par IRM ou pour sonder la structure de la matière avec une résolution atomique, comme avec une sorte de super microscope. Malheureusement, les atomes qui constituent ce monde, qui nous constituent, sont en réalité très 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 peu magnétiques. On s'en rend vite compte quand on se rapproche du frigo, ça colle pas du tout. Et donc le chercheur, il peine à voir ces molécules dans la pénombre magnétique, et ces expériences mettent parfois des jours, parfois des semaines. Alors le chercheur déprime, et il boit des cafés. Et je tremble aussi. Bon, heureusement pour nous, je suis magnétiseur. Mais un vrai magnétiseur, c'est que je magnétise les molécules et la matière. Le but du premier ERC,
premier projet ERC, c'était de concevoir une méthode qui permettrait d'augmenter le magnétisme des molécules, alors accrochez-vous bien, d'un facteur 1 milliard. Ça a fonctionné. Alors ces molécules peuvent être augmentées d'un magnétisme d'un facteur 1 milliard par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui, ici, dans le champ magnétique terrestre, à température ambiante de Lyon 1. Et ça, c'est une petite révolution. Donc ça permet aux chercheurs, du coup, de voir ces molécules avec une sensibilité gigantesque. Ça permet, par exemple, de remplacer certains agents de contraste IRM qui peuvent être toxiques. Ça permet de voir la composition de mélanges complexes, comme le sang ou l'urine, ou ça permet aussi de suivre les réactions chimiques en temps réel avec une résolution temporelle inégalée. Toutefois, il y a un problème. Les molécules que nous magnétisons avec tant de soin, 1 milliard de fois, ne restent magnétiques que une dizaine de secondes, voire 1 minute maximum. Et 1 minute, c'est pas beaucoup. Hein. Un bon chercheur, mais vraiment un très très bon chercheur en résonance magnétique, il lui faut au moins 10 minutes pour faire une bonne mesure de résonance magnétique. Alors le chercheur, il déprime et il boit des cafés. Donc, comme disait ma belle-mère, paix à son âme, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent des molécules 1 milliard de fois plus magnétiques pendant plus d'1 minute, ça, on en cherche. Donc, sur les conseils, je vais dire les reproches de ma belle-maman, j'ai embrayé sur un deuxième projet ERC le lendemain de la fin du premier, et cette fois-ci, on va magnétiser à tout va, à tour de bras, ça va mitrailler du magnétisme, on va augmenter le magnétisme des molécules 1 milliard de fois, non pas pour une fois, pour 1 minute, non, pour N fois, pour un nombre indéterminé de fois, autant que le chercheur en aura besoin. Mais bon, on n'y est pas encore. Et puis le reviewer 5 du projet, il a écrit « Ce projet me semble irréalisable ». Le reviewer 7, lui, il pense que il est possible toutefois que cette recherche génère quelques résultats intéressants. Donc voilà, je tenais quand même à le remercier publiquement pour ses encouragements. Et puis je veux remercier aussi la présidence de l'université pour cette remise de prix. Vraiment, je suis très touché que la recherche soit mise en lumière comme ça. C'est valorisant, c'est encourageant. Et merci à vous pour votre écoute assez active, je dois dire. Merci beaucoup. C'est un véritable challenge de vulgarisation que tu as accompli. Ça a été difficile à réaliser ? Ça a été un challenge parce que j'avais jamais fait cet exercice de devoir faire quelque chose d'aussi vulgarisé, en même temps un peu humoristique. Mais c'est un challenge que j'ai adoré faire, donc ça n'a pas été du tout difficile pour moi. Au contraire, ça m'a énormément plu. À savoir qu'avant de faire de la science, j'ai fait beaucoup de théâtre et d'improvisation théâtrale. J'ai animé des émissions à la radio, sur le campus. Et j'ai même hésité à faire une école de théâtre avant de partir en thèse. Donc dès que j'ai l'occasion de monter sur scène et de dire quelques mots, je prends un énorme plaisir. Tu es donc lauréat de la bourse européenne ERC et même 2 fois lauréat. Tu es professeur classe exceptionnelle à l'université Claude Bernard Lyon 1, mais aussi membre de l'Institut universitaire de France. Quel est ton secret, à part le café ? Je te disais tout à l'heure, j'ai arrêté le café il y a 3 jours. Je sais pas combien de temps je vais tenir. Là, je suis un peu dans le brouillard. C'est très très dur. Donc peut-être c'est le café. On va voir comment ça se passe dans les prochaines semaines. C'est une question hyper difficile. J'ai besoin d'un peu de réflexion. Je sais pas. Il y a le secret. Enfin moi, la première chose, c'est que ce qui me donne de l'énergie, c'est le côté passionné. C'est vraiment que je suis passionné par la science et pas par les gros résultats, mais par les petits problèmes au jour le jour, que ce soit un problème de soudure ou un problème de software ou les problèmes les plus stupides qui peuvent paraître embêtants et stressants pour certaines personnes. Je prends un plaisir incroyable à résoudre ces petits problèmes les uns après les autres. Et donc voilà, je prends énormément de plaisir à être au laboratoire. Là, avant que tu arrives, j'ai eu la chance de pouvoir passer une demi-heure, 3/4 d'heure au labo. Pour moi, c'est ça qui me redonne de l'énergie, c'est de retourner bricoler au labo. Voilà, je pense que ça c'est un secret, c'est vraiment que j'aime vraiment faire de la science et j'aime bien sûr les réussites
et les beaux projets et les publications, mais j'aime aussi aller toujours au bout des choses de manière complètement obstinée, têtue. Donc c'est en même temps un gros défaut, et en même temps c'est ce qui m'aide toujours à aller au bout. Quand je décide de faire un truc, j'ai une énorme inertie pour commencer. Je prends beaucoup de temps à préparer, à visualiser, à projeter, à vivre en fait comme si les choses étaient déjà faites. Et une fois que je décide de bouger, moi je me sens inarrêtable en tout cas, et c'est ce que les gens me disent aussi. C'est que je suis vraiment très persistant, obstiné, et que je vais au bout. Donc peut-être s'il y a un secret, pour moi c'est ça, c'est la passion et la persistance. Et je pense pas que ça soit un super pouvoir ou de l'excellence scientifique. Il y a plein de gens autour de moi qui sont bien meilleurs que moi scientifiquement, beaucoup plus intelligents que moi. Et souvent, ce qui fait la différence, c'est des petits détails, et puis c'est la capacité de juste se faire confiance et puis d'y aller à fond. Ouais, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais c'est ma réponse. Alors après avoir déposé ton dossier, tu es dans quel état d'esprit? Tu y penses? Tu es serein? Quand je dépose mon dossier, le travail il est fini. Je suis pas en train d'attendre une réponse. Donc la réponse, elle vient naturellement. Si elle est positive, tant mieux. Et si elle est négative, tant pis. Enfin, une fois que c'est déposé, les choses se passent. Je passe à autre chose. Donc je suis pas dans l'attente. Ça vient comme une surprise. Ça peut être une bonne ou une mauvaise surprise, mais je suis absolument pas dans l'attente. Et je suis complètement sur autre chose une fois que je dépose mon projet. Et avant, tout le temps de préparation du dossier, comment ça se passe? Alors pour candidater à l'ERC, c'est quelque chose qui mûrit pendant plusieurs années. Donc c'est quelque chose auquel on pense. En fait, on y travaille tout le temps, 24 heures sur 24, sans s'en rendre compte, puisqu'on y pense. Et puis après, les choses, elles se cristallisent, je sais pas, les 6 mois avant le commencement de la rédaction, et puis quelques mois avant de commencer à rédiger, on organise son agenda pour dégager du temps. Typiquement pour une ERC, je vais dégager un mois à temps plein où je vais expliquer à tout le monde que je vais disparaître et je vais pas être disponible. Il y a un gros travail de préparation, de se préparer à se préparer. C'est-à-dire comment je vais faire, comment je vais m'organiser, comment je vais me conditionner pour pouvoir vraiment travailler un mois sur quelque chose uniquement à temps plein, sans travailler sur autre chose. Donc il y a vraiment une préparation comme on prépare une course, un marathon. Et après, une fois qu'on est lancé, ça se fait naturellement. Mais le gros travail, il est en amont, effectivement. C'est de la préparation scientifique, puisqu'on pense, on réfléchit au projet, et on fait des liens, on fait des connexions, et on pense à son projet. Mais une fois qu'on se met à le rédiger, tout est là, tout est écrit d'une certaine manière. Il n'y a plus qu'à l'écrire, il n'y a plus qu'à le mettre sur le papier. Ce qui est dur, c'est la discipline. Donc, garder la discipline, de se faire un plan sur qu'est-ce qu'on va rédiger, quel jour, quelle heure, enfin, avoir tout son plan de rédaction et s'y mettre à fond, quoi. Alors, pour bien qu'on se rende compte, est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'enjeu d'une bourse ERC? Qu'est-ce que cela apporte? En général, ce que ça permet, c'est d'avoir un financement qui est personnel, donc c'est pas un financement collaboratif qui dépasse de loin les financements qu'on peut avoir avec d'autres types de financements locaux ou nationaux. Et donc ça permet vraiment de construire le labo, l'instrumentation dont on a besoin, de recruter une équipe de plusieurs personnes et de vraiment mettre en place son équipe et son projet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le ERC Starting Grant. C'est la première que j'ai eue qui m'a vraiment permis de démarrer un nouveau domaine de recherche en France avec une nouvelle équipe, etc. Et puis après, j'ai enchaîné avec une autre bourse qui s'appelle la Consolidator, ERC Consolidator. Et là, c'est encore plus de financement et ça permet vraiment de consolider l'équipe et d'aller encore plus loin. Donc voilà, en un mot, s'il n'y avait pas eu ces 2 bourses ERC, il y aurait absolument pas la recherche que je suis en train de faire aujourd'hui ici. Ça, c'est absolument impossible de mettre en place ça. Parce que c'est une recherche qui demande beaucoup d'instrumentation, de savoir-faire, et que on n'arrive pas à construire un instrument et à démarrer une équipe avec une bourse, par exemple ANR, jeune chercheur, c'est pas possible. Tu es également membre de la cellule ERC de l'Université Claude Bernard Lyon 1, c'est-à-dire que tu coaches les candidates et candidats pour la bourse du Conseil européen de la recherche. Comment se passe ce coaching? Quels conseils en particulier donnes-tu? Alors ça commence souvent bien avant la rédaction du projet, à l'étape, on va dire, de genèse, où les gens commencent à se poser des questions sur le projet ERC. J'ai beaucoup d'entretiens, donc c'est des entretiens, on va dire, d'1 heure, 1 heure et demie, avec des gens qui pensent à soumettre un projet. Et donc on discute ensemble de leur parcours, de leur CV, de leurs spécificités, de leurs skills, quoi, qu'est-ce qu'ils ont comme compétences spéciales, spécifiques. Et souvent, déjà là, on peut faire pas mal de travail parce que on pense que pour développer un projet ERC, il faut être le meilleur dans un domaine, et c'est pas forcément juste. Souvent, il suffit d'avoir un assemblage de compétences
unique. Ça peut être 2, 3 compétences qui peuvent, des fois, n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Mais avec ces compétences différentes, en fait, on se rend compte qu'on est le seul à avoir cet assemblage de compétences. On est vraiment unique, c'est notre unicité. Et donc, à partir de ça, on peut imaginer un projet qui a besoin de ces compétences uniques. Et donc, très, très vite, on brainstorm sur le projet, on va un peu modifier le projet de manière à ce que, pour que le projet ait besoin de ces compétences uniques. Et donc la personne en question devient la seule personne et la bonne personne pour accomplir le projet. Et ça, c'est une des choses importantes dans le RC. Et puis après, on brainstorm aussi sur le projet en lui-même. Il faut que le projet soit breakthrough, qu'il soit high gain, qu'il soit high risk. Enfin, il y a tout un tas d'attendus, de prérequis de l'ERC que du coup, je connais très très bien et sur lesquels on discute. Donc c'est un peu, je passe pas mal de temps à challenger les candidats sur leur projet, à leur poser des questions pour que ensuite ils réfléchissent au projet et qu'ils le transforment un peu pour que ça devienne un projet vraiment ERC. Donc ça, c'est la première étape, c'est plutôt du brainstorming. Et après, on va fournir un peu de l'assistance pour la rédaction, donc en faisant des relectures au sein de la cellule ERC avec d'autres lauréats. Et puis, on va parfois aussi faire appel à un cabinet extérieur, un consultant, qui lui est vraiment spécialisé pour l'accompagnement des chercheurs dans la rédaction des bourses. Et des fois, c'est nécessaire, même si le chercheur a toute la science en lui, il n'a pas forcément les techniques d'écriture pour structurer son projet, pour faire un peu de storytelling, parce qu'en fait, le projet, il va être lu par des gens qui ne sont pas spécialistes de son domaine. Donc, il faut être capable d'écrire un projet qui soit compris par les spécialistes et accepté et bien noté par les spécialistes, mais aussi par les non-spécialistes. Et puis après, on va accompagner aussi à l'oral, en faisant des répétitions de l'oral et puis en offrant aussi un accompagnement 1 à 1. Ça aussi, je le fais aussi avec les candidats qui passent à l'oral. Et de nouveau, je ne vais pas à ce moment-là mettre en question la science, mais plutôt le narratif de la présentation et la structure. Et voilà. Tu nous as dit qu'être lauréat ERC impliquait de diriger ensuite une équipe pour mener à bien son projet scientifique. Qu'est-ce que cela engendre d'avoir soudain une équipe à diriger ? Alors, c'est vraiment un énorme changement, puisque avant le RC, on est postdoc, enfin, peut-être on peut déjà être enseignant-chercheur, mais on n'a en principe pas une très très grande équipe. Et d'un seul coup, on se retrouve à devoir engager plus de monde, une équipe qui peut approcher 5 voire 10 personnes. Et en tout cas, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'étais absolument pas préparé à devoir manager une équipe, à devoir être leader d'une grande équipe. Et on a de plus en plus d'autres tâches aussi, puisque en même temps que j'ai eu la bourse ERC, je suis devenu professeur à l'université Lyon 1, donc j'ai eu aussi l'enseignement, puis d'autres tâches. Ce qui a été très très difficile, c'est de réussir à faire fonctionner une équipe et à trouver le bon équilibre, et sans être tout le temps au laboratoire, pouvoir mettre en place des choses pour que les gens puissent se former, pour que les gens puissent communiquer entre eux, et puis avoir moi la bonne attitude face aux gens, pouvoir les accompagner sans leur dire exactement ce qu'ils doivent faire, et pouvoir créer une bonne dynamique dans l'équipe et puis avec l'équipe. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement difficile. Et je dirais que le premier RC, ça a été ça. Ça a été l'apprentissage de gérer une grande équipe. Et j'ai dû énormément me former, écouter des podcasts justement sur le leadership, lire beaucoup de bouquins. Et donc j'ai l'impression d'avoir plus grandi dans mon rôle de leader que dans mon rôle de scientifique. Ouais, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de compliqué, mais qui m'a permis de vraiment grandir énormément d'un point de vue humain, dans les relations avec les gens et dans le management et dans le leadership. En fait, tout ça, c'est une excuse pour créer une nouvelle génération de gens qui vont réussir et qui vont devenir des enseignants, des chercheurs, ou qui vont partir dans l'industrie. Et en fait, sans cette équipe, sans ces gens, il y a rien. Donc aujourd'hui, moi, j'orchestre un peu l'équipe. Je passe du temps avec chacun à discuter, à diriger la recherche. Mais toute la recherche, elle est vraiment faite par les stagiaires, les doctorants et les postdocs. Aujourd'hui, c'est ça le pilier de cette recherche, de cette ERC. C'est que de la science. C'est que de la résonance magnétique, c'est que des projets RC, mais avant tout, c'est une expérience humaine qui est incroyable, quoi. Dans la deuxième partie de cet épisode en 2 volets, Samy Janin nous fera découvrir son laboratoire et les instruments avec lesquels il réalise ses expériences. Cet épisode vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast Science en Récit.